Bienvenue sur le podcast Face au vide, le podcast des entrepreneurs et des chefs d'entreprise qui osent parler des risques et des imprévus qui façonnent notre parcours. Parce que comme vous, je suis persuadée que le risque fait partie intégrante de l'entrepreneuriat. Ce podcast explore des moments cruciaux où tout a failli s'arrêter. Mais finalement, l'histoire a continué autrement. À travers des témoignages inspirants, des invités incroyables, vous allez découvrir des histoires hautement risquées pour peut-être, j'espère, vous inspirer et vous sensibiliser. PS Partner, c'est quoi? C'est le spécialiste en gestion des risques et en assurance des entreprises. C'est parce qu'on est nous-mêmes des entrepreneurs avec mon associé Philippe, qu'on a vécu des situations hautement risquées, qu'on a voulu accompagner d'autres entrepreneurs, d'autres chefs d'entreprise. À travers PS Partner, on veut faire bousculer le monde du courtage pour rendre ces risques plus compréhensibles et vous accompagner à protéger l'essentiel. Bonjour à tous, aujourd'hui je suis ravie d'avoir Francis. Salut Ségolène. On vient de passer quelques jours ensemble au Spring Campus au de soleil, Croissance. mais ça s'entend pas avec ma voix aujourd'hui, je suis revenu avec un petit rhume, désolé. Au Spring Campus de Croissance Plus, donc bienvenue sur ce podcast. Je suis ravie de t'avoir à mes côtés aujourd'hui. Alors pour ceux qui ne te connaissent pas et qui vont te découvrir aujourd'hui, est-ce que tu peux me parler de toi? Quel est un peu ton parcours et qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Écoute, je suis un entrepreneur depuis un peu plus de 25 ans maintenant dans la tech. Serial entrepreneur. Ouais, voilà, on peut dire ça parce que Allegria, ma dernière société que j'ai créée il y a 4 ans, est la 15e, donc j'en ai fait quelques-unes effectivement. Je savais pas que tu en avais fait 15. Ouais, si, ouais, ça commence à faire beaucoup. Alors, beaucoup n'ont pas fonctionné, j'ai mes fails, comme tout le monde. Ça marche pas à tous les coups, sinon ce serait trop facile, ça se saurait. J'ai quelques réussites. Première boîte en 99, Black Orange, et puis ensuite Sarenza.com et quelques autres en cours de route dont on pourra peut-être parler si tu veux. Ok. Tu me parles un peu de ce que fait, avant de parler de ce que ce podcast est dédié aux histoires risquées, mais oui. Pour ceux qui nous écoutent, c'est toujours intéressant. Allegria, tu nous en parles. Qu'est-ce que ça fait? Comment t'es venue l'idée? Ça fait 4 ans du coup. Exactement. Quelques chiffres. Écoute, Allegria, ça fonctionne très bien. On a lancé ça avec mes 2 associés, Christelle et Thomas. Aujourd'hui, on est leader de la formation et du déploiement de l'intelligence artificielle auprès du grand public et des entreprises. C'est un peu notre spécialité. On fait du B2C et du B2B. On a acculturé plus de 75 000 personnes en 4 ans. Et on a aujourd'hui 6 000 apprenants dans notre formation. Donc c'est une formation. C'est beaucoup de formation, mais c'est aussi de la mise en œuvre de solutions d'IA pour les entreprises. C'est-à-dire que pour les particuliers, c'est des tracks d'accompagnement qui vont de quelques heures de formation à 800 heures pour ceux qui veulent en faire leur métier. Donc, il y a vraiment toutes les possibilités de monter en compétence sur l'IA. Donc, de la formation de l'IA. Donc, moi, Ségolène, j'y comprends rien. Je savais que tu comprenais rien. Voilà, je vais sur Allegria et je peux avoir une formation que je suppose que je paye et je me forme à l'IA. Monter en compétences pour les gens qui ne veulent pas perdre leur job parce qu'ils ont peur de perdre leur job à cause de l'IA, pour ceux qui ont des projets, pour ceux qui veulent l'appliquer dans leur entreprise. C'est vraiment accessible à tous et quel que soit son niveau technique, c'est ça qui est important. C'est vraiment accessible à tous. Et pour ma boîte, si j'ai envie de former mes collaborateurs. Exactement, donc on fait de l'accompagnement, à la fois de la formation bien évidemment, mais aussi on a ce qu'on appelle le track IA, c'est une solution clé en main de montée en compétences et de déploiement de l'intelligence artificielle dans les entreprises, où là on a 12 modules qui vont de la définition de la stratégie en passant par le change management, les formations bien évidemment, les choix des solutions technologiques, la gouvernance, le juridique, bref, tout ce qui te permet de pouvoir mettre en place une stratégie IA dans les entreprises. Et là, on a toute taille d'entreprise, de quelques dizaines de collaborateurs jusqu'à des grands comptes. On dit souvent que les entreprises de demain seront des boîtes qui auront 20, 30, 40 collaborateurs et donc auront une solution comme Allegria qui vont venir aider finalement. C'est quoi les outils qu'il faut mettre en place? C'est quoi les process? Ça fait ça notamment. Au-delà de former, ça va t'aider à mettre en place tous les process, les outils. C'est ça. On t'accompagne de A à Z, une offre à 360 degrés pour te permettre de passer vraiment dans l'ère de l'intelligence artificielle. On s'est d'abord appliqué à nous. Par exemple, dans notre école aujourd'hui, on a 4 personnes à l'administratif pour 6 000 étudiants. C'est un ratio incroyable. Les écoles traditionnelles, elles ont plutôt un administratif pour 40 à 50 étudiants. Donc, ça n'a rien à voir. Forcément, aujourd'hui, en plus, les collaborateurs se posent beaucoup de questions sur leur avenir. Ça a beaucoup d'impact, l'intelligence artificielle, dans les emplois, dans les fiches de poste, dans les formations. Et donc, les entreprises aujourd'hui se doivent d'avoir une stratégie IA et on les accompagne sur ce sujet-là. Ok, tu peux nous donner des chiffres?
Combien de salariés? Je sais pas si tu peux communiquer sur ton chiffre d'affaires. Non, on est 50 collaborateurs, on va faire plus de 10 millions de chiffres d'affaires, on est rentable maintenant. Alors ça, c'est un point qui est intéressant, parce que c'est ma première start-up rentable en 15. Et tu vas rejoindre le club Bootstrap. Voilà, exactement. Donc on est très fiers de ça. T'as levé ou pas? On a levé 5 millions, près de Business Angel uniquement. Donc ça, malheureusement, pour le club Bootstrap, c'est peut-être un peu trop. Ouais, je sais. Mais par contre, t'es rentable. J'ai plein de potes au club Bootstrap et on est rentable, effectivement. Ouais, et ça change la vie, ça fait du bien d'avoir une boîte rentable, c'est cool. Aujourd'hui, tu vas venir témoigner aussi sur Sarenza, qui a été une aventure, je suppose pour toi, à la fois formidable et à la fois difficile. Ouais, bien sûr. Avant de nous parler de la chute, est-ce que tu peux me raconter un peu les débuts de Sarenza.com, qui est un des gros succès pour le coup français, qui est un site e-commerce pour les ventes de chaussures, si je ne dis pas de... C'est exactement ça. De bêtises. Et qu'est-ce qui t'a poussé à créer cette boîte? Quelles étaient vos ambitions au départ? Est-ce que tu nous donnes un peu de contexte? Ouais, alors déjà, c'était ma 4e boîte. Ça, c'est un élément Black qui est Orange, important. Donc, Black Orange, Vecteur d'image, Davy. Donc, j'avais fait déjà quelques boîtes avant. En fait, on s'est simplement retrouvé avec un de mes anciens collaborateurs de Black Orange et puis un 3e associé que j'avais rencontré dans une boîte où j'avais fait une mission pendant quelques mois d'accompagnement, avec l'envie tous les trois de remonter un business dans le e-commerce. Il faut se replacer dans le contexte. On est en 2001. Donc, c'est après l'explosion de la bulle Internet, plus personne ne croit au e-commerce, Amazon est au fond du trou, donc c'est très très compliqué de se relancer à ce moment-là dans le e-commerce. Mais on avait une conviction forte, c'est que le marché allait décoller, qu'il y avait de plus en plus d'utilisateurs, la DSL était arrivée. La DSL. Et donc, la DSL, 99-2000, donc qui a changé à l'époque la manière d'utiliser Internet. Et donc, on se met en tête qu'on veut relancer un business dans le e-commerce. Et donc, qu'est-ce qu'on fait dans les années 2000 quand on a envie de lancer un business dans le e-commerce? On regarde ce qui se passe aux États-Unis parce que ça restait quand même la meilleure manière de se lancer, faire un copycat d'un site américain. Et on est sans doute un des premiers, parmi les premiers, à découvrir Zappos, qui vendait déjà des chaussures aux États-Unis, qui faisait en 3e année, en tout cas c'était les chiffres annoncés, alors c'était avant les retours, ils faisaient 50% de retours, donc les chiffres étaient un peu pipotés, mais en tout cas ils annonçaient faire à peu près 100 millions à l'époque de dollars de chiffre d'affaires en 3e année, ce qui était pas mal pour vendre des godasses sur Internet. Et donc on décide de regarder ce qu'ils font, on découvre une méthode vraiment tout à fait originale de vente, et on se dit que c'est ça qu'on veut faire en fait tout simplement. Et en fait, on ne voulait pas faire un petit site, on voulait faire un leader sur le sujet. Et ça a été assez original, en fait, le lancement, puisqu'on a fait comme ce qu'il faut faire quand on lance une boîte. On a fait une petite étude de marché, on a interrogé les experts du marché. Et on s'est très vite rendu compte qu'en fait, ça allait être très difficile de vendre des chaussures sur Internet, puisque tout le monde avait en tête que pour vendre des chaussures sur Internet, ce n'était pas possible parce qu'il fallait les essayer. Et donc, on était coincé, d'une certaine manière, sur une vision j'allais dire, de l'expérience utilisateur qui ne pouvait pas sortir de la boutique physique puisque des chaussures, pour les essayer, il faut les mettre à son pied. Sauf que ça, c'était posé le problème et que Zappos avait en particulier trouvé une solution qui était de faire les livraisons et le retour gratuit, ce qui permettait de déporter finalement l'essayage à domicile, dans des conditions d'ailleurs souvent bien meilleur que dans la boutique, un jour de solde où ça se bat pour trouver la paire, il n'y a jamais la couleur, il n'y a jamais la pointure qu'on veut. On était en plus à une époque où l'essentiel des magasins de chaussures étaient à l'époque des succursalistes dans les centres-villes, donc les marques disparaissaient petit à petit pour être remplacées par des Orca, des Minelli, des André, et donc beaucoup de difficultés d'accéder aussi aux marques. Et donc, il fallait trouver tout simplement une solution. Donc, on a fait quoi ? On a été demandé aux experts du marché ce qu'ils en pensaient. Tout le monde nous a dit, vous êtes dingue, c'est impossible de vendre des chaussures sur Internet. Donc, déjà, c'était sympa. Et puis, deuxième chose qu'on a faite, on a fait une étude de marché auprès de nos copines, en fait. On était 3 fondateurs, 3 mecs, donc on avait quelques copines. Donc, on leur a envoyé des questionnaires. Il n'y avait pas encore Google Forms à l'époque. Et sur les 100 questionnaires qu'on a envoyés, on a dû avoir à peu près 80 retours et 100% nous ont dit que jamais elles achèteraient de chaussures sur Internet. Donc, ça démarrait bien. Les croyances limitantes. C'est exactement ça. Donc ça nous a titillé parce que y avait un défi, tu vois. Et c'est un petit peu la même chose que ce qu'on fait d'ailleurs aujourd'hui pour revenir sur Allegria aujourd'hui. Quand on a lancé Allegria, on nous avait tous dit, mais vendre de la formation en France, si c'est pas financé par du CPF, les Français n'achètent pas de formation, ne payent pas pour la formation. Aujourd'hui, 90% de nos clients achètent directement leur formation sans être subventionnés chez Allegria. Donc, en fait, il faut sortir de ces cadres. Les experts, c'est génial, mais ils ont des œillères. Ça fait trop longtemps qu'ils sont dans leur secteur. Ils ne peuvent plus innover, en fait, ces gens-là. Donc, il faut aller regarder ailleurs. Et c'est ce qu'on a fait.
C'est vrai que Denis Fayol m'avait donné un très bon conseil. Il m'avait dit, quand tu te lances dans un secteur, va voir tout le monde sauf les gens du secteur. Parce qu'en fait, ces gens du secteur, ils ont des énormes croyances limitantes. Exactement. Et donc, ils vont te dire que c'est pas possible. Et David Levé, qui était juste avant, nous disait, le conseil qu'il donnerait à un entrepreneur, c'est suivre son intuition. Donc toi, tu t'es dit, il y a quelque chose à faire. Peu importe. Alors, je dis pas que parfois, mais bon, en tout cas, tu t'es dit, il y a quelque chose. On n'aurait pas eu Zappos aux États-Unis, ça aurait été très compliqué. Parce que ce qui nous a permis de lever des fonds ensuite très rapidement, d'aller convaincre quelques business angels, c'était. T'as levé assez vite. Ouais, on a levé 500 000 euros très très vite en quelques semaines, alors que c'était du e-commerce et que plus personne ne voulait en faire à l'époque. Et puis à l'époque, c'était énorme, je suppose, 500 000 euros. Ah oui, c'était déjà beaucoup d'argent. Et puis surtout, c'était sur un secteur dans lequel personne ne croyait. Donc il fallait quand même aller chercher des business angels qui avaient un petit peu de conviction sur ça. Et sans Zappos, ça n'aurait pas été possible de le faire. Donc oui, je suis d'accord, il faut suivre son intuition. Nous, on a pu la renforcer par quelqu'un qui était déjà passé par là, en fait. Sinon, ça aurait sans doute été très difficile. Donc là, tu lèves quand? Tu crées quand? Tu lèves quand? Et écoute, je pense qu'on identifie Zappos en 2001, on lève en 2002, on lance tout de suite le site, première version, avec les pires marques possibles, puisque bien évidemment, aucune marque ne voulait nous rejoindre pour les vendre sur Internet, puisqu'elle ne voulait pas se mettre à dos les boutiques physiques, alors que toutes les études aux États-Unis, d'ailleurs, qui commençaient à sortir sur le sujet, montraient que l'arrivée de la vente de chaussures sur Internet tirait le marché vers le haut, en fait. On était passé d'un marché qui faisait 1 ou 2% de croissance par an à 3, 4, 5% de croissance par an. Donc, en fait, tout le monde en profitait. Il n'y a pas de remplacement, en fait. D'ailleurs, il y a toujours des boutiques de chaussures partout, alors qu'on vend plein de chaussures sur Internet. C'est pas du tout la même expérience que les agences de voyage, par exemple, ou les loueurs de cassettes vidéo qui ont disparu. Donc, on a démarré avec 10 marques vraiment catastrophiques, les seules qui voulaient bosser avec nous, donc celles dont personne ne voulait, en fait. Et dès le premier jour, on a vendu une paire de chaussures, ce qui était assez dingue. On ne savait même pas d'ailleurs comment on avait fait. Et ce qui est beau dans l'e-commerce, en fait, c'est que tu passes des paliers. Donc, tu as la première semaine où tu vends 10 paires. Et puis après, tu as le premier mois où tu vends 1000 paires. Et on a démarré, je crois que 6 mois après, 6-8 mois après, on a réussi à convaincre Kickers de nous rejoindre, qui était vraiment une marque emblématique, qui est encore aujourd'hui une très belle marque. On a passé une commande, je crois, de 250 chaussures, ce qui est la commande moyenne d'un petit magasin de province qui vend des chaussures. Et 3 ans après, on était son premier client en France, ou quasiment, avec des dizaines de milliers de paires commandées chaque saison. Wow. Donc, ça a été une super aventure. Et du coup, Sarenza, donc, vous avez levé en 2002. On a fait plusieurs levées de fonds. On a fait 500 000, 2 millions, 6 millions. Donc, on a levé en plusieurs tranches. Et on a fait rentrer effectivement des fonds d'investissement à ce moment-là, dans les deux tours suivants. C'est là que ça a commencé à être un peu plus compliqué. Alors, c'est une histoire un peu comme dans les films. Tu me l'as raconté. Moi, donc... tu nous racontes l'histoire pour ceux qui la connaissent pas. Maintenant, donc très rapidement, la boîte cartonne, le chiffre d'affaires explose, tout se passe très bien. Finalement, j'allais dire que le problème, il a démarré d'abord dans un conflit entre associés, puisque avec un de mes 2 associés, on s'est retrouvé en conflit. Moi, j'étais plus satisfait du travail qui était fait. Déjà, il y avait le verre dans la pomme dès le départ, puisqu'on n'était pas d'accord pour savoir qui devait être CEO de la boîte. Donc, on avait fait CEO tournant 1 an chacun. Donc, déjà, quand ça commence comme ça, c'est pas bon signe. Bon, ça maintenant, on le sait aujourd'hui, mais à l'époque, on ne savait pas tout ça pour des problèmes d'égo. Vous faisiez 1 an chacun. Voilà, on faisait 1 an chacun. Ah ouais, c'est marrant, j'ai jamais entendu parler de ça. Et donc, et encore une fois, pour des très mauvaises raisons, parce que c'était que des questions d'égo, en réalité. Et puis au bout de 3 ans. Combien de temps après la création que ça a commencé le conflit d'associés? 3 ans, donc 2005, ça commence. Ouais, 2005, ça commence à être difficile. On a des gros problèmes informatiques, on a des problèmes logistiques, et mon associé était en charge de ces 2 sujets-là. Donc voilà, donc moi je suis pas content, lui il est pas content, on s'engueule pour faire simple. Et là, ça commence à être très compliqué, puisque autant on peut être potentiellement protégé ou pas, d'ailleurs, dans un pacte d'actionnaires d'une maison-tente avec un investisseur. Les associés, vous n'avez qu'une obligation, c'est d'être solidaire. Sinon, ça ne marche pas. Il n'y a pas de mécanisme souvent prévu, en tout cas pas à l'époque, dans les pactes d'actionnaires pour régler le cas d'un associé. Malgré tout, on avait une clause de good or bad liver qui permettait, si elle était activée, à cet associé de partir quand même avec un peu d'argent. Alors, pour ceux qui nous écoutent, c'est que si jamais...
il y avait un départ qui était provoqué par un externe, enfin par le fonds. Ouais. Tu avais un good lever qui permettait de sortir un peu d'argent et pas d'activer un bad lever qui fait que tu sortais concrètement avec zéro. Exactement. Ça permettait, en tout cas, si le fonds avait été d'accord, on aurait pu sortir cet associé avec quelques centaines de milliers d'euros, ce qui aurait convenu à tout le monde. Parce que du coup, ça a été assez vite acté que c'était lui qui devait partir. Alors, c'est pas que ça a été acté, c'est que je suis allé voir les fonds pour leur dire que c'est lui qui devait partir. Ok. Et c'est là où ça a commencé à être très compliqué, puisque bien évidemment, à partir du moment Et où tu t'avais fonds... prévenu ton associé que tu... On avait échangé assez clairement sur le sujet, on savait qu'on était en conflit, qu'il fallait trouver une solution. Et malheureusement, la manière dont ça s'est organisé à l'époque, c'est que ce conflit finalement entre associés, il a intervenu peu de temps après la deuxième levée de fonds, dans un contexte... De 6 millions ? Ouais, dans un contexte où les investisseurs, en fait, eux aussi ont fait, entre guillemets, une erreur, mais bien évidemment, c'est une erreur sur laquelle on aurait pu tous s'accorder, j'allais dire, puisque il y a quand même un problème fondamental dans le business model de ces sites e-commerce de vente de chaussures, c'est que dans le métier de la chaussure, en fait, il n'y a pas d'intermédiaire, il n'y a pas de grossiste, et on achète directement aux marques. Et on est obligé de payer, en fait, ces commandes quasiment 1 an à l'avance. Donc, en termes de besoins en fonds de roulement, c'est l'enfer. BFR, c'est l'enfer. Donc, il faut avancer beaucoup. Et donc, nous, on levait en fait, en réalité, de l'argent, pas simplement pour investir sur la technologie ou sur la marque, mais surtout pour acheter du stock. Pour acheter du stock que tu peux vendre après. Exactement. Sauf que quand un fonds met 6 millions et que tu en dépenses 4 en 3 mois pour acheter le stock de l'année prochaine et qu'il n'a pas compris qu'en fait, c'était surtout pour le stock que tu levais des fonds, bah, ça tend la situation de manière très importante. Donc, ça n'avait pas été clair dans ta levée ? Ça n'a pas été clair parce que, bien évidemment, nous, en tant qu'entrepreneurs, ce n'est pas forcément le sujet qu'on mettait le plus en avant parce que c'était un gros problème dans le business plan. Et eux ne l'ont pas vraiment vu non plus, alors que pourtant, d'ailleurs, un des deux fonds était déjà là depuis 1 an puisqu'il avait déjà participé à la première levée de fonds. Mais on va dire que c'était quelque chose sur lequel, bien évidemment... vous jouez un peu, quoi. Ouais, c'est pas le truc sur lequel tu mets le doigt dessus. Au fait, on a oublié de vous dire, le business model il est quand même un peu compliqué à côté de ça. Il y avait plein d'autres sujets sur lesquels le business model était compliqué, ce qui explique d'ailleurs que ça a été très compliqué pour toutes ces boîtes, même partout aujourd'hui. Si tu regardes sa valeur en bourse, malheureusement, ça vaut quasiment rien, alors que la boîte fait beaucoup de chiffre d'affaires. C'est le coût des retours, de plus en plus de retours. Donc, le business model était quand même pas simple, des marges relativement faibles aussi. Donc, tu n'as que 6 mois pour vendre les modèles puisque tu ne fais pas du déstockage. Tu n'as que les modèles de la saison. C'est ça qui faisait la force de Sarenta. C'était les modèles du moment. Donc, beaucoup de difficultés. Faut aller vite, il faut vendre le stock, il faut le gérer. Donc, plein de difficultés, en fait. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que finalement, entre le moment où nous, on s'engueule entre associés et le moment où on fait la levée de fonds, un des fonds vire toute son équipe, en fait, et on se retrouve avec le patron du fonds en direct qui, lui, croyait plus au dossier. Et là, forcément, ça devient très tendu entre associés avec le fonds parce que les difficultés s'amoncellent. Et même si on fait beaucoup de croissance, beaucoup de chiffre d'affaires, cette croissance a un coût, et en particulier en BFR. Et on se retrouve assez vite, malgré la levée de fonds, en risque d'être short of cash. Et du coup, tu vas voir le fonds, tu leur dis, voilà, il faut qu'ils partent. Voilà, exactement. Le fonds réfléchit un peu, finalement refuse de payer la clause de sortie de cet associé. Le good lever. Voilà, et là, tout s'enchaîne. Ça voulait dire concrètement que c'était le fonds qui finançait et qui reprenait des parts en rachetant les parts du gars. Exactement. Et donc eux, en fait, à ce moment-là, je pense, dans leur tête, font un calcul assez simple, qui est de se dire, plutôt que de payer très cher cette personne, on va le sortir à un prix très faible en laissant finalement la boîte arriver short of cash. Ils ne vont pas avoir d'autre choix que de vendre finalement leurs actions pour partir. On va passer majoritaire. Et on sortira Francis en dernier, puisqu'il savait très bien que moi, jamais j'accepterais de vendre à vil prix mes actions. Et c'est en fait ce qui s'est passé. Donc, il y a un scénario qui s'est construit, qu'on a, nous, alimenté par notre mésentente entre fondateurs, et qui a été alimenté aussi par la vision qui avait changé de la part des investisseurs en quelques mois sur le business model de l'entreprise. Alors, attends, pour que je comprenne bien et que les auditeurs comprennent bien, c'est-à-dire que eux, leur vision, ce qui arrive beaucoup dans ce monde-là, c'est de dire on va attendre que la boîte arrive end of cash, voilà, plus de cash. Comme ça, à ce moment-là, les fondateurs seront déprimés et diront ok, on part. Et le fonds
redeviendra majoritaire avec un bad liver parce que c'est une démission des deux autres associés. Exactement. Et ils se disent, Francis, lui, c'est un peu plus compliqué. Ouais. Ils n'avaient pas besoin de moi parce que sans moi, ils étaient majoritaires. On avait 25% chacun. Donc, avec leurs actions plus les deux autres, ils étaient majoritaires. Donc après, ils faisaient ce qu'ils voulaient. Et donc ça, vous arrivez... Donc c'est le scénario qui se met en place. Et ça se met en place, j'allais dire, pendant en quelques semaines. Et qui est possible parce que vous avez un peu une guerre entre associés. Donc ils jouent un peu là-dessus. Et parce que j'avais aussi deux associés qui, eux, n'avaient pas d'assurance chômage, qui avaient des enfants à charge, des femmes qui bossaient pas, et pas d'argent de côté, et donc se faire larguer, sortir de la boîte sans rien, pour eux c'était très compliqué. Donc ils étaient aussi beaucoup plus malléables, j'allais dire, dans la capacité à les sortir pour bien vivre le prix. Ce qu'il faut garder en tête, juste ce qui est très important, c'est que il faut surtout pas croire que dans notre entreprise, celui qui a le pouvoir, c'est celui qui a le plus d'actions. Celui qui a le pouvoir, c'est celui qui a de l'argent. Et même un fonds qui a que 5%, si c'est le seul qui a l'argent à remettre dans la boîte pour sauver la boîte, à 5%, c'est lui qui fait la décision. D'accord ? Donc ça, c'est super, super important à comprendre. Et nous, on était exactement dans cette situation-là. Les fonds avaient l'argent, nous, on n'avait plus d'argent. Et on avait beau avoir 75% encore du capital à ce moment-là, ça ne valait rien parce que la boîte avait besoin d'argent. Et cette situation-là, je l'ai vue des tas et des tas de fois. Donc le conseil que tu donnes, c'est il faut essayer d'éviter de se retrouver short of cash parce que quand on est dans cette situation-là, on est dépendant de la décision de ceux qui ne sont pas majoritaires en actions, mais qui ont l'argent. Donc du coup, comment ça se passe en fait, ça se tricote assez rapidement, puisque moi, je suis en pleine saison des achats en particulier, donc je ne suis jamais au bureau, je fais le tour du monde pour aller voir toutes les marques. C'était mon rôle, et pendant quasiment 2 mois, je suis très peu au bureau, donc je ne me rends pas trop compte de ce qui se passe en fait en sous-main. Mes deux associés, eux, discutent avec les fonds d'investissement pour dealer, négocier en fait leur sortie. Parce qu'eux sont aussi un peu en flip, parce que comme tu dis, ils n'ont pas d'assurance chômage. Exactement, ils voient que la boîte va dans le mur, que 3 mois plus tard, il n'y aura plus d'argent. Ils risquent de sortir avec rien, donc ils préfèrent finalement vendre à une décote de quasiment 90% par rapport à la valeur des actions. Mais au moins, ils partent avec un peu quelque chose, ils sauvent un peu d'argent, voilà, parce que pour eux, de toute façon, c'est fini. Dans leur tête, c'est fini. Il n'y a plus rien de possible à faire. Et donc eux commencent leur négociation. Voilà, ils signent un accord avec les investisseurs sans me le dire. Et moi, je le découvre. Eux deux, ils ont 50%. Et donc, eux deux disent... en fait, c'est là où tu te rends compte, c'est que ils préfèrent la sécurité qui va peut-être être quelques mois de salaire. En se disant, d'un côté... Oui, parce que pour eux, de toute façon, c'est fini, c'est plié. Donc, alors il se passe plein de choses pendant ces moments-là, mais d'une manière assez synthétique, moi, je me rends compte, en fait, parce que je crois que c'est un lundi matin ou un mardi, je reçois un coup de fil d'un des fonds d'investissement qui exige la convocation d'un conseil d'administration. Je me dis, tiens, qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi ? Et là, je vais en parler avec mes deux associés qui me disent, écoute, Francis, voilà, on a signé... hier ou avant-hier, un accord avec les fonds. Sur les deux, il n'y en avait qu'un seul avec qui tu étais un petit peu... Ouais. Et le troisième, il a dû se positionner et lui, il a dû faire un choix. Et il a fait le choix il a fait le choix d'être de l'autre côté, ouais. Donc là, mais c'était difficile pour lui, c'était sa première boîte. Il était très jeune, il n'avait jamais vécu ça avant. Et donc, là, ils te racontent. Ils te disent... Ouais, exactement. On a décidé de vendre nos parts à une grosse décote et on a signé un deal. Exactement. Et toi, tu peux rien faire. Je comprends que le conseil d'administration, en fait, ils veulent le mettre en œuvre pour me virer, puisque maintenant, ils sont majoritaires. Ah, parce qu'ils avaient déjà les actions. Ah là, oui, c'était tout. Mais il n'y a pas un droit d'information, il y a pas... Si, justement. Et c'est bien le problème, c'est qu'en fait, tout ça avait été fait dans mon dos, sans aucune information, ce qui est totalement illégal, bien évidemment. Et donc, eux, en gros, le scénario se disent, juste pour bien comprendre, c'est... On a maintenant récupéré 50, donc en gros, on est à 75. Donc ça y est, on peut virer le gentil Francis. Alors, en fait, il y a deux éléments chronologiques. Il y a un premier élément qui est qu'ils ont signé un protocole d'accord avec tout ce qui doit se passer par la suite, dont la vente des actions à un prix négocié à l'avance. Ok, ça, ils ont besoin. Mais surtout aussi des votes à l'Assemblée générale, ce qui est totalement interdit. Donc, ils se sont mis d'accord pour voter ensemble contre moi, avant même de racheter les actions. Et ça a été mis dans un... Ah oui, tout écrit protocole. Sur moi, dans un protocole, exactement. Ça, parce que pour le coup... Les associés ont le droit de vendre, mais toi, tu as un droit d'information. Exactement. Ça, c'est obligatoire. Que je n'ai absolument pas eu. Et donc, je refuse de convoquer le conseil d'administration. Parce que c'était toi le président, légalement. C'était moi le président légalement à ce moment-là. C'était mon année. Toi, il t'appelle pour te... Ah, c'était ton année. Et toi, il te demande de convoquer le conseil d'administration. C'est ça. Ce que je refuse de faire. Okay. Que je refuse de faire. Donc là, se met en place une bataille juridique. Et là, ça se joue à très peu de choses. Là, tu commences à comprendre que... Ah oui, là, c'est bon, j'ai compris. J'ai compris que c'est la fin, mais j'ai compris que j'allais me battre aussi.
Et surtout, Et toi, la première chose que je l'inverse fais, c'est que j'appelle mon avocat déjà pour savoir qu'est-ce qui va se passer et comment il faut que je me défende, en fait. C'est ça la vraie Mais question. à l'inverse de tes associés, tu avais une assurance. Enfin, Ah non, j'avais rien. T'avais Mais rien, j'avais mais personne tu à avais charge. plus d'expérience. Et puis, j'avais surtout personne à charge. Ouais, mais des frais d'avocat, tu vois, faut les payer. Ah oui, oui, non, mais c'est sûr. De toute façon, dans ma tête, j'étais parti pour me dire que ça allait me coûter cher et que j'allais me battre. Mais j'avais déjà vendu 1 ou 2 boîtes avant et donc, ils ne savaient pas combien j'avais. Et donc, ils ne savaient pas que moi, je pouvais me défendre ou pas et qu'est-ce que j'avais de Donc, tu côté joues un pour peu pouvoir là-dessus. Donc, je joue Donc là-dessus. là, tu bien appelles sûr. ton avocat, première personne que J'appelle t'appelles. mon avocat et là, super réflexe. Tout de suite, il me dit, écoute, Francis, il faut absolument obtenir la révélation du document qui a été signé en fait par les autres associés. Dont tu aurais dû avoir la connaissance. Dont j'aurais dû avoir la connaissance. Et donc, en 2 heures, je fais venir un huissier au bureau pour convoquer mes 2 associés et leur faire répéter en fait ce qu'ils viennent de me dire 1 heure avant. Et donc, c'est très dur, bien évidemment. On ne s'attend pas du tout à ça. Et là, j'ai une chance sur 2. Soit ils lâchent le morceau, Soit ils disent rien. soit ils disent rien. Ils lâchent. Et ils ont tous les 2 dit la vérité. Et, heureusement, de toute façon, c'est ce qu'il fallait faire, parce que sinon, on aurait sans doute obtenu autrement. Ce qui me permet, moi, d'attaquer en fait au tribunal de commerce en disant je ne peux pas convoquer régulièrement le conseil d'administration puisque j'ai des informations qui me sont cachées. La preuve, mes 2 associés disent avoir signé quelque chose. Et les fonds m'attaquent en disant vous devez convoquer le conseil d'administration. Donc là, tu parles en bataille juridique. En fait, Oui, eux t'attaquent. qui en référé, en tant qui que va très dirige- vite. Hein. Voilà, En tant que exactement. dirigeant, vous avez l'obligation de convoquer un Voilà, conseil d'administration. exactement. Et toi, tu dis moi, en tant qu'actionnaire, j'ai le droit Exactement. d'avoir l'information. Exactement. Et donc, ça passe très vite, ça dure 3 semaines, on passe en référé. Et le tribunal. Pourquoi aussi vite? Parce que ça peut être long. Non, là, c'est du référé. Dans des situations comme ça va très très vite. Et le tribunal, donc, très rapidement, nomme un administrateur temporaire pour présider le conseil d'administration qui va finalement avoir lieu, mais oblige l'autre partie à révéler le document qui a été signé. Et donc, ils nous remettent, le jour du conseil d'administration, le document. Et c'est là que je découvre tout ce qui a été signé, en fait. Mais ça, tu pouvais pas l'avoir avant? Alors, je ne sais plus si ça a été donné au jour du conseil d'administration ou quelques jours Mais avant, toi, ça mais te peut-être faisait- que je l'ai eu quelques Ça te jours avant. permettait quoi d'avoir? Qu'est-ce que ça te permettait d'avoir ce document? Moi, ça me permettait de montrer que ce document était en fait complètement contre la loi, puisqu'il décidait des valorisations, d'un coup d'accordéon, de ce qui allait être décidé dans les prochaines assemblées générales. Et ça, c'est du pénal. C'est quoi Bah, le coup? Tu peux raconter ce que c'est un coup Un d'accordéon? coup Moi, je le sais, d'accordéon, mais- c'est faire une augmentation de capital à vil prix qui fait que tu vas te faire diluer parce qu'en fait, tu ne peux pas participer à l'augmentation de capital. Oui, t'as c'est pas dire l'argent la pour le boîte faire. maintenant, elle vaut Elle vaut plus rien. Donc on va Grosse mettre décote. 500 000 euros. Toi, tu n'as pas d'argent. Et donc, tu passes de 25% à 1% du capital parce que tu te fais diluer en fait sur la valeur de la boîte. Ok. Et ça, bien évidemment. Alors, la défense en face, c'était de dire qu'il m'avait aussi proposé de me racheter mes actions, ce qui n'était absolument pas le cas. Bien évidemment, parce qu'il savait que je ne les vendrais pas. Et donc, ça a été un des arguments de défense importants pour moi. Donc là, on se retrouve en conseil d'administration, finalement convoqué avec un administrateur. Et là, tu dis que ça va au pénal. Ça peut aller au pénal. Parce que... Là, en fait, là, il n'y a plus grand-chose à décider, en fait. Donc, je me fais révoquer. Alors, pour dire juste l'amateurisme... Ah, tu te fais à l'époque- révoquer? Ah oui, je me fais révoquer le soir même. Donc, je me fais mettre dehors. Donc, tu te fais virer. Oui, alors, ils ont tellement amateurs qu'ils ont prévu personne pour me remplacer. Donc, l'administrateur leur dit, mais alors, qui va remplacer M. Long? Parce que la boîte a besoin d'un président. On n'y a pas pensé. Donc, suspension de séance en 1 heure pour trouver lequel des 2 autres associés allait assurer l'intérim. Donc, c'était vraiment n'importe quoi. Et moi, à ce moment-là, il ne me reste plus qu'une seule chose à négocier, c'est le chèque pour mes parts. Voilà, c'est tout. Il n'y a plus que ça à faire. De toute façon, tu ne peux pas te faire réintégrer. Tu peux même pas retourner dans la boîte. Ils changent les serrures dans la nuit, donc je ne peux même pas retourner dans ma boîte récupérer mes affaires. Heureusement que j'avais juste encore mon ordinateur avec moi, mais sinon, je n'ai pas pu retourner dans les bureaux. C'est un moment très, très difficile. Tu es débarqué du jour au lendemain, tu n'as plus de salaire. Moi, j'allais te demander comment on t'as vit plus rien. quand tu fais, en plus, écarter ta Moi, propre boîte. mes parents m'ont payé mon loyer pendant quelques mois. Il a fallu Surtout que trouver c'est des ta amis. propre boîte, donc tu te fais virer. Ah oui, de ta propre boîte, dans laquelle tu as encore 25% du capital. Complètement. Et du coup, tu arrives à... Comment ça se passe, la suite? La suite, c'est très compliqué. C'est 3 mois de bagarre juridique, bien évidemment. Il s'est passé beaucoup de choses, des anecdotes incroyables et puis des moments meilleurs. Je pense que d'abord, moi, j'ai pris 2 décisions très fortes, très importantes et j'ai accompagné beaucoup d'entrepreneurs après parce que
comme j'ai décidé d'en parler, c'est une des décisions. Beaucoup d'entrepreneurs m'ont appelé pendant. Tu n'avais pas une clause qui te... Alors, non, je pouvais dire ce que je voulais. Ensuite, moi, j'ai eu une clause contractuelle une fois qu'on a signé. Donc, je n'avais pas le droit de parler. J'ai toujours pas le droit de parler des conditions dans lesquelles je suis sorti. Mais en revanche, à ce moment-là, je pouvais dire ce que je voulais. J'avais aucune contrainte. Bien évidemment, j'ai eu affaire à du chantage en face, qui était de me dire, Francis, si tu parles, plus jamais tu lèveras de fonds. On va te pourrir la vie. C'est terminé. Donc, il y a une omerta, en fait, une espèce d'omerta dans les relations entrepreneurs-investisseurs qui font que la plupart des entrepreneurs n'en parlent pas. Donc, des fois, d'ailleurs, c'est pathétique parce qu'on voit des posts sur LinkedIn à entrepreneurs qui racontent qu'il a vendu sa boîte. En réalité, il s'est juste fait sortir par les fonds et il part avec quasiment rien. Donc, ça, c'est dommage. Il faut faire en sorte de briser cette omerta pour qu'il y ait un équilibre de la connaissance. Parce qu'aujourd'hui, quand un fonds investit chez vous, ils savent tout de vous. Alors que vous, malheureusement, la plupart du temps, vous ne savez pas grand-chose d'eux. Et forcément, quand vous allez faire votre enquête, ils vont vous envoyer les entrepreneurs à qui c'est bien passé, mais c'est ceux à qui ça s'est mal passé qu'il faut échanger. C'est ça moi, ça, je disais souvent, c'est hyper important quand on lève des fonds de faire une prise de ref, pas auprès de ceux qui te réussi, recommandent, mais ceux qui ont échoué. Mais d'aller voir toi-même des fondateurs qui ont eu des moments durs ou qui se sont arrêtés pour voir comment notamment le fonds a réagi. Comment ils sont comportés, exactement, tout à fait. Donc les deux décisions fortes que je prends, c'est d'abord d'en parler. Effectivement, et donc de ne pas laisser ça... Hyper courageux, parce que du coup, tu dois avoir la pression. Mais bon, en fait, t'es comme le taureau dans l'arène, quoi. De toute façon, tu fonces sur tout ce qui bouge, parce que de toute façon, tu sais que c'est mort. Donc t'es vraiment dans cette situation-là. Et la deuxième décision que j'ai prise aussi, c'est tout de suite de me dire, c'est terminé, je passe à autre chose. Tout de suite. Donc j'ai fait ma bagarre juridique, c'était une chose, mais dès le lendemain, je réfléchissais au projet d'après. Et je suis pas c'est-à-dire que tu t'entérines pas avec Sarenza, tu vis pas dans le passé. Parce qu'il y a deux stratégies à avoir. C'est soit tu fais la stratégie Solendro, et effectivement tu te dis je refuse le chèque quel qu'il soit et je me bats pour la vérité et je me bats pour rester. Et ça va être tellement long que de toute façon la boîte elle va tellement souffrir qu'après qu'est-ce qui va rester, tu vois. Donc ça c'est une première stratégie possible et qui est tout à fait louable. La deuxième stratégie c'est de dire c'est mort, donc je vais me battre avec ce qui reste, et ce qui reste c'est de récupérer suffisamment d'argent pour rebondir en fait. C'est ça ton enjeu en fait. Et donc tu te dis je tire un trait sur Sarenza. Voilà, exactement. C'est fini, on avance, on réfléchit au projet d'après. Par contre on lâche rien, on se bat et surtout on en parle. Parce que d'abord, moi, j'avais... Pourquoi parce que pour moi, j'avais d'abord envie d'apprendre de cette expérience. Et puis de transmettre. Oui, parce qu'en fait, à chaud, aujourd'hui, j'en parle de cette manière-là, mais à chaud, j'avais un énorme sentiment d'injustice. Aujourd'hui, je sais que j'ai fait des conneries. Je sais qu'entre associés, on n'aurait jamais dû s'engueuler. J'ai appris de tout ça, tu vois. Mais à l'époque, j'ai un énorme sentiment d'injustice. Je dis, mais je comprends pas. Moi, j'aurais même pu diriger encore la boîte avec mon successeur. Je l'avais proposé. Pourquoi en arriver là, tu vois. Et donc ce sentiment d'injustice, tu le transformes en quelque chose. Et donc, c'était à la fois un besoin de reconnaissance par le fait de dire vous n'avez que du mépris pour tout le travail qu'on a fait depuis 5-6 ans. Vous devez comprendre ce que c'est que d'être un fondateur et vous ne pouvez pas nous laisser sans rien, grosso modo. Donc, le cas des deux autres était réglé. Ils avaient accepté un chèque, c'était leur sujet, mais moi, j'avais rien à ce moment-là. Et puis, deuxièmement, je savais que le seul moyen que j'avais pour faire mal aux gens qui étaient en face de moi, les fonds, c'est la réputation. C'est le seul sujet. C'est finalement leur valeur principale. C'est leur valeur principale, parce que c'est leur deal flow, c'est leurs prochains investissements. Exactement. Et pour continuer à avoir des LP, il faut avoir des bons investissements, etc. Et là, à ce moment-là, comme j'avais en face de moi une fin de non-recevoir sur tous les sujets que j'évoquais, j'avais aucune écoute, on se foutait vraiment de ma gueule. La seule chose qui me restait, c'était d'aller parler. Et c'est ce que j'ai fait. Et là, j'ai eu beaucoup de chance. Parce que j'avais la Société Générale à l'époque aussi comme fonds d'investissement, qui était quand même très connu. C'était quelques mois après l'affaire Kerviel. Et Libération s'est emparé du sujet, a fait une demi-page sur le sujet. Et 48 heures après, j'avais mon chèque. C'était réglé. Donc, communiquer, ça te permet à la fois de répondre à ce sentiment d'injustice et de faire la négociation. Exactement. Mais après, d'accepter aussi de se dire... Parce qu'à l'époque, j'avais aucune certitude sur l'impact que ça aurait sur la suite de ma carrière. Parce que j'avais beaucoup de menaces à l'époque. Tu peux te dire deux choses. Tu peux te dire le fait de parler, du coup, j'ai grillé ma cartouche, donc de toute façon, maintenant, il a parlé, donc on s'en fout. Exactement, tout à fait. Et tu as le côté, effectivement, on ne sait jamais, on a toujours l'impression que c'est les grands amis et tout. De dire, en fait, j'arriverai plus jamais à lever. Et d'ailleurs, c'est assez intéressant parce que j'avais une question, c'est dans tes aventures suivantes, tu as décidé de lever, donc
t'es passé à autre chose, tu as tourné la page, et pourtant, tu as décidé de lever. Tu disais la dernière fois que j'ai levé une centaine de millions en tout. Donc, c'est pas quelque chose maintenant qui t'a réfréné. Tu fais les choses différemment. Oui, mais avec des acteurs différents et puis avec une méthodologie différente. Et puis, je pense donc, c'est quoi cette méthodologie pour ceux qui nous écoutent? C'est prise de ref. Prise de ref indispensable, une meilleure connaissance de l'écosystème, des pactes d'actionnaires qui ont beaucoup évolué. Et puis, je pense aussi qu'en face, du côté des investisseurs, ça a beaucoup évolué aussi. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de comportements qu'il y avait à l'époque. Qui sont plus acceptables. Alors, qui sont plus acceptables aujourd'hui et qu'on voit quand même moins. Alors, ceci reste quand même à, j'allais dire, nuancer, puisque je suis encore régulièrement appelé par des entrepreneurs qui vivent ça aujourd'hui. Et forcément, depuis 2 ans, comme c'est un peu plus difficile que pendant les années phares, j'allais dire 2015-2020, il y a une résurgence en fait dans les moments difficiles. C'est là qu'on voit la réalité. Quand tout va bien, forcément, c'est facile. D'ailleurs, appeler les entrepreneurs où tout va bien dans leur boîte. Mais il y a quand même, je pense qu'il y a quand même maintenant une maturité, une montée en compétence du côté des fonds d'investissement aussi, qui s'est opérée, une meilleure gestion du conflit avec les fondateurs. Bref, tout ça, j'allais dire, il y a une forme de montée en compétence des deux côtés, du côté des entrepreneurs et du côté des investisseurs. Donc on en voit un peu moins, mais on en voit malheureusement encore. Et est-ce que avec du recul, tu as des signaux plutôt que tu as choisi d'ignorer à ce moment-là, où en fait finalement ils vont se mettre un peu contre toi, tu vas te retrouver révoqué du jour au lendemain? Ah bien sûr, c'est ta boîte. J'étais plein d'ego, j'écoutais pas, j'étais convaincu d'avoir raison, je voulais pas de compromis. Malheureusement, dans ces situations-là, quand ça t'arrive la première fois, tu n'as pas l'expérience et puis on n'avait pas l'écosystème qu'on a aujourd'hui. Ça arriverait à un jeune entrepreneur aujourd'hui qui serait au Galion. Il a 15 entrepreneurs autour de lui avec qui il peut aller en discuter et il va pouvoir, avoir plus d'informations, il va pouvoir avoir plus de littérature sur le sujet aussi. Il y a plein de gens qui ont écrit là-dessus. Donc, je pense que l'écosystème startup n'était pas le même à l'époque. Et j'allais te demander, un des conseils que tu peux donner déjà à ces entrepreneurs qui peuvent vivre des situations tendues avec des investisseurs, c'est d'en parler. C'est d'en parler parce qu'à la fois, tu te rends compte que tu n'es pas le seul à vivre, parce que dans ces moments-là aussi, tu peux perdre confiance, te dire qu'est-ce que j'ai fait, etc. Et aussi te rendre compte que c'est une situation qui arrive et te faire accompagner. Est-ce que tu as des signaux faibles que tu pourrais raconter à des gens, des entrepreneurs justement, où tu sens que le fond veut prendre le contrôle? Je pense que c'est pas des signaux faibles. Je pense que les signaux sont évidents, en fait, tu vois. Parce que c'est quand même assez répandu. Moi, je connais beaucoup d'histoires où les entrepreneurs se font sortir. Non, alors, si, par exemple, un signal faible que moi, je n'avais pas vu venir, c'est l'envoi d'un externe pour auditer la boîte. Voilà, c'est généralement le mec qui arrive, tu as 9 chances sur 10 que c'est lui qui va reprendre la boîte derrière, ce qui nous est arrivé, nous. Donc ça, effectivement, c'est un signe faible dont je n'avais pas conscience à l'époque. Donc, tu as que le gars super sympa, on dit « Ah, c'est cool !» Le mec, il va voir le boulot, la qualité qu'on a fait, machin et tout ça. Et puis, en fait, il fait un rapport à charge. Et puis, comme par hasard, c'est lui qui est nommé président à ta place quelques semaines plus tard. Donc, l'auditeur. Donc ça, c'est l'auditeur externe, c'est un signe extérieur. Là, il faut commencer à s'en méfier, c'est que ça sent pas très bon. Non, je pense qu'en fait, peut-être que aussi, moi, l'expérience que j'ai vécue de là-dessus, c'est qu'il ne faut pas oublier qu'il y a énormément d'acteurs autour de l'entreprise et que chacun de ces acteurs doit jouer son rôle. Moi, ce qui m'a beaucoup sauvé, c'est mes avocats, le commissaire aux comptes, qui a joué un rôle très important dans cette situation-là. Et donc, d'avoir un commissaire aux comptes qui est de votre côté et pas du côté des fonds, c'est très important là-dessus. Mais bien évidemment, les business angels, alors nous, ils n'ont pas joué leur rôle du tout chez nous. Ça s'est mal passé. Il n'y a pas eu d'intermédiation qui a été possible avec eux à ce moment-là. Mais c'est typiquement, moi, ça m'est arrivé d'être business angel dans des boîtes et de jouer ce rôle-là d'intermédiaire parfois entre les fonds et les entrepreneurs pour essayer de faire en sorte justement de ne pas aller au clash. Donc je pense qu'on était tous un peu en phase d'expérimentation encore, 2006, et je pense que du côté du fonds et de notre côté, il n'y avait pas la maturité suffisante pour être capable de gérer ça différemment. Et je suis aussi en train de penser, c'est qu'on allait te chercher sur ta responsabilité en tant que dirigeant, en disant que tu ne veux pas convoquer, etc. Parce qu'à l'époque, il y avait tous ces sujets, on parle d'assurance chômage, mais il y avait des sujets d'assurance aussi. Et puis il y avait des sujets de responsabilité. C'est-à-dire que si la boîte allait au carton, à l'époque, c'était potentiellement 5 ans d'interdiction de gérer, potentiellement des risques aussi pour moi financiers, personnels. Ton patrimoine personnel peut être mis en... Les lois ont évolué il y a seulement 10 ans sur la responsabilité des entrepreneurs en cas de faillite.
il y a encore, mais c'est normal qu'il y ait des responsabilités. On ne peut pas non plus dédouaner tous les entrepreneurs de 100% de leurs responsabilités en cas de faillite. Mais à l'époque, c'était bien plus difficile de se relever d'une liquidation qu'aujourd'hui. Donc il y avait quand même toujours au-dessus de la tête, au regard aussi de la situation financière de la boîte. Et j'ai 50 collaborateurs ou 60 collaborateurs à l'époque. J'ai des clients qui attendent leurs marchandises. Ma responsabilité en tant que dirigeant. En fait, ce sur quoi jouent beaucoup les fonds dans ces situations-là, c'est que contrairement au fonds, l'entrepreneur, il mettra toujours en avant la boîte, même s'il doit la quitter. C'est-à-dire que c'est très rare l'entrepreneur qui va se dire je fais la politique de la terre brûlée, je m'en fous même si la boîte se plante. Mais ça, ils le savent d'ailleurs. Et ils le savent, bien sûr. Les fonds savent, ils jouent sur ça. Et ça, malheureusement, c'est un biais psychologique qui est très fort. Moi, je l'ai vu plein de fois dans plein de boîtes. Mais si tu veux vraiment te battre, et si tu veux te donner une chance de poursuivre l'aventure, tu dois accepter de dire je suis prêt à aller jusqu'à ce que la boîte se plante. Parce que si tu n'as pas ça, à un moment, tu vas lâcher, en fait, ils le savent. Ça doit être difficile de... Moi, je n'étais pas prêt à ça, donc c'est pour ça que j'ai accepté tout de suite de dire je pars. Tu vois, je ne me suis pas mis en situation de dire je veux récupérer la boîte. En fait, tu as deux situations. C'est soit tu te dis je veux récupérer la boîte, je veux être réintégré, et à ce moment-là, ça veut dire que tu es prêt à potentiellement à ce que le coût de cette action tue la boîte. Mais soit tu pars, tu sais que tu sauves la boîte en partant, parce que c'est la seule solution. Mais d'un côté, en communiquant, ça peut aussi faire tomber la boîte. Non, il n'y a pas d'impact de la communication sur l'avenir de la boîte. Ouais, tu penses ? Non, parce que c'est des communications business. Les clients, c'est pas le genre de choses qu'ils vont regarder en B2C, tu vois, ça n'a pas eu d'impact sur les ventes de la boîte. C'est resté dans le landerneau des entrepreneurs, donc il n'y a pas eu de sujet dessus. Non, la seule réalité, c'est que toute action que va faire l'entrepreneur pour essayer de récupérer sa boîte va déstabiliser les équipes, va déstabiliser la boîte, va déstabiliser son financement, les fournisseurs, et donc va mettre la boîte en péril. Si tu veux que la boîte s'en sorte, il faut partir, en fait. Okay. Tout ce que tu vas faire à l'encontre de ça va te faire prendre un risque. Et donc, il y a une différence entre agir pour partir avec du cash pour se relever et se dire « Ok, je tourne la page, j'avance », versus dire « Non, moi, je veux rester. C'est une injustice, je veux rester ». Et là, tu pars pour 2 ans de procédure et ces 2 ans peuvent tuer la boîte. Est-ce que tu as des gens qui t'ont soutenu envers et contre tous pendant cette période ? Tu disais les business angels de l'époque, pas forcément. Tes associés, on ne va pas en parler, mais du coup, tu as eu des... non, tu es tout seul. Tu n'as personne. Tu n'as personne parce que déjà... Mais c'est quoi la plus grande leçon que tu tires de cette expérience ? Je ne sais pas si je tire des leçons, mais je pense que moi, j'étais très candide sur, par exemple, les collaborateurs qui te disent « Non, mais nous, on ne bossera jamais avec ce type, c'est toi le patron, on veut que tu reviennes et tout. » Et puis quand c'est fait, tout le monde bosse avec lui parce que chacun a besoin d'un job et c'est complètement normal. Et je l'ai compris après, tu vois. Mais donc, les seules personnes qui vont être là, qui vont te soutenir, c'est ta famille et tes amis, mais qui ne comprennent rien à ce qui se passe parce que ce pas des gens du business, tu vois. Donc, ils ne peuvent pas t'aider sur la partie business. Et c'est pour ça que je pense qu'aujourd'hui, le fait d'avoir des associations, tu vois, avec lesquelles tu peux avoir ce genre de discussion, c'est très utile parce que effectivement, à part ton avocat, tu te retrouves t'es seul. Et là aussi, l'avocat a un rôle très important parce que tu peux avoir des avocats qui sont va-t-en-guerre, qui te font faire énormément de bêtises aussi, d'autres des avocats à l'inverse aussi, qui t'ont été recommandés par le fonds et qui gagnent l'essentiel de leur argent en étant l'avocat des fonds. Et donc, tu crois qu'il est pour toi, mais en fait, toi, tu ne fais que passer alors que les fonds, ils vont rester. Et donc, l'avocat, il va te faire des conneries parce qu'en réalité, c'est plus l'avocat des fonds que l'avocat de l'entrepreneur. Donc, tout ça, c'est quand même pas évident de s'y retrouver. Et il faut faire les bons choix. Donc, votre avocat à vous, le commissaire aux comptes, on ne se laisse jamais dicter ces 2 personnes par les fonds. Ce n'est pas possible. Ça, c'est vraiment très important. Et regardez bien aussi... Donc, le commissaire aux comptes, pareil, il ne faut pas qu'il soit choisi par... Le commissaire aux comptes, si le mec il bosse avec tous les fonds de la place, il ne va jamais se mettre à dos les fonds. Enfin, je veux dire, ce n'est pas possible. Et c'est un peu le problème des grands noms sur la place. Donc, il faut essayer de trouver quelqu'un qui sait bosser dans un environnement start-up, mais dont l'avenir n'est pas dépendant des fonds, en fait, qui vont le financer par l'intermédiaire des fees qui va facturer la boîte. Donc, c'est un équilibre qui n'est pas évident. Et c'est quand on vit ça qu'on se rend compte de toutes ces subtilités, en fait, de l'écosystème dans lequel on vit, en fait, tu vois. Et quand on lance sa boîte la première fois et qu'on y va... On ne sait rien de tout ça, en fait. On croit que la vie est belle et que tout le monde est sympa et que nos intérêts seront toujours alignés. Et c'est plus compliqué que ça. C'est quoi aujourd'hui la perception que tu as du risque ? Moi, je pense qu'aujourd'hui, la bonne nouvelle, c'est qu'on a de moins en moins besoin des fonds pour pouvoir
lancer sa boîte. Exemple, les boîtes Bootstrap, c'est 25% des startups quand même aujourd'hui à Paris qui se lancent en boîte Bootstrap. C'est lié à l'effondrement du coût de la tech et du code qui va être remplacé par l'IA très rapidement. Donc, plus besoin de la compétence de code et plus besoin de la compétence et plus besoin de l'argent qui va avec, en fait. Donc, ça, c'est une bonne nouvelle. Donc, il faut essayer de s'en échapper. Et puis, il restera des business très capitalistiques et dans lesquels les fonds ont tout à fait leur place. Je pense quand même, malgré tout, qu'on a de plus en plus d'expérience. On a de plus en plus d'entrepreneurs aussi dans les fonds. Et puis ça a changé. Oui, exactement, ça a changé. Et puis je crois qu'aujourd'hui, on a tous compris que la qualité de la relation entre le fonds et l'entrepreneur est un des éléments clés du succès de la boîte. Et ça vient des deux côtés. Et ça marche des deux côtés, exactement, parce que, bien évidemment, et je l'ai dit et je le redis, on a complètement nos responsabilités, nous aussi, dans l'affaire Sarenza en tant qu'entrepreneur. On a fait plein de conneries et c'est jamais noir ou blanc, c'est toujours gris. Donc, il faut l'accepter. Et quand moi, je reçois des entrepreneurs qui m'appellent en me disant j'ai le pire fond de la terre, c'est des salauds, machin, je creuse quand même pour essayer de comprendre. Et quand j'ai la version du fond, je comprends un peu mieux ce qui s'est passé avec l'expérience et c'est rarement tout noir ou tout blanc. Est-ce qu'on va arriver à la fin 2 petites dernières questions. Est-ce que tu as un conseil que tu donnerais à ces entrepreneurs qui peuvent se retrouver à un fil, en tout cas, qui sont en galère, comme on dit. Est-ce que tu aurais 1 ou 2 conseils à donner avec tes 15 boîtes créées? Le premier conseil, c'est de ne pas être dépendant financièrement d'un seul fonds. Parce que quand il n'y en a qu'un, c'est lui qui tient la décision. Quand ils sont plusieurs, c'est plus simple. Il y a des opportunités, il y a des possibilités. Donc, ne pas attendre le dernier moment de se retrouver face au mur, parce que ça, c'est la pire des choses. Et puis, deuxième conseil, vraiment faire une due deal aussi approfondie du fonds que celle qu'ils font de vous. Vous devez tout savoir d'eux. Vous devez savoir comment ils gèrent, comment se sont passés les moments difficiles. Je rappelle quand même que l'essentiel des boîtes dans lesquelles les fonds investissent échouent. C'est quand même 2/3 des boîtes dans lesquelles ils investissent, généralement, donc qui échouent. Donc, il y a plein de fonds et ils passent leur temps à gérer les boîtes qui ratent, parce que c'est le principe même du business du fonds d'investissement. Donc, vous pouvez tout à fait trouver des gens qui vont vous raconter la vraie histoire et comment ça s'est géré. Et est-ce que ce sont des gens avec qui il est possible de discuter, même dans les moments difficiles, en fait, tout simplement. Ouais. Et puis d'ailleurs, je pense que c'est super important des conseils que tu te donnes, et moi je le recommande. Il y a plein d'organismes, on parlait de Croissance Plus où on y était, le club Bootstrap, le Galion, enfin aujourd'hui il y a plein de clubs, il y a plein de manières d'échanger avec d'autres entrepreneurs quand vous êtes en phase de levée ou même dans des moments difficiles, etc. Il faut en parler parce que, ou même par exemple David juste avant qui a fait un LBO, il faut échanger avec des gens qui ont vécu des situations similaires. Et chez Croissance Plus, on a aujourd'hui 450 entreprises, tu vois, de toute taille, tout secteur confondu, toute taille, pas que de la tech, parce que bien évidemment, il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, les levées de fonds via des LBO, par exemple, comme tu disais, des fonds de private equity, ce n'est pas que les fonds de VC, même si je pense que quand on discute un peu avec les entrepreneurs, il y a quand même un sujet un peu plus prégnant, j'allais dire, du côté du fonds de VC, qui est sans doute un peu plus agressif, un peu plus impliqué aussi dans les entreprises, puisque ce sont des entreprises qui ne sont pas rentables. Donc, la gestion de la relation avec l'entrepreneur est un petit peu différente. Donc, oui, il faut venir chez Croissance Plus, il faut venir dans ces endroits-là pour échanger avec ses pairs, dans un endroit sécurisé, de confiance, où on peut vraiment se dire les choses, parce que sinon ça sert à rien. Il faut, mais en même temps, je comprends les entrepreneurs qui n'ont pas envie d'en parler. Il n'y a pas de souci. Mais peut-être dernier conseil, ne croyez surtout pas que parce que vous allez vous friter avec un fonds, c'est la fin de vos capacités de levée de fonds. J'en suis l'exemple même. Voilà. Non, et puis il n'y a aucun fonds qui a la capacité d'éteindre la carrière de quelqu'un. C'est impossible. C'est plutôt l'inverse d'ailleurs. Et d'ailleurs, il faut penser que le fonds, sa principale ressource, c'est son deal flow. Et son deal flow, en tant qu'entrepreneur, vous avez un impact. Mais par contre, c'est vrai que le conseil que je retiens, tu dis, il faut être prêt aussi, en tout cas, se dire qu'on est prêt à aller jusqu'au bout, quitte à ce que la boîte coule. Il y a 2 stratégies possibles, il faut avoir conscience des conséquences de chacune des 2 stratégies. Voilà. Et puis je pense que toi, ce que tu apprends aussi aujourd'hui, c'est que tu as une prise de recul, on sent que tu n'as plus la haine, plus la rage. Non, et donc du coup, communiquer dans ces moments-là, c'est aussi beaucoup plus apaisant, et donc du coup, tu en tires des leçons avec aussi une remise en question de ton côté. Bien sûr. Et je pense alors que si je t'avais interviewé en 2002, déjà j'avais 8 ans, donc ça aurait été compliqué, mais quand même, je pense que c'est important aussi voilà. Et puis il y a plein de super fonds sur la place, et la preuve est que tu continues de lever, donc tu n'es pas contre ça. Et donc ça, je pense que c'est aussi important de ne pas non plus diaboliser
les fonds d'investissement. Après, il y a aussi d'autres parcours qui peuvent être le bootstrap et c'est Non, mais c'est important d'en parler. J'en parle aujourd'hui de manière assez libre. Et si certains acteurs de l'époque nous écoutent, je les salue parce que je pense que voilà, ils savent aussi eux que c'est important aujourd'hui. Il y a prescription maintenant, comme on dit, de pouvoir en parler, en fait, tout simplement, et de raconter un peu la réalité de ce qui se passe. J'avais pensé un jour à faire un livre sur le sujet, et puis le temps est passé, je suis passé à autre chose. Et j'ai jamais Maintenant, tu fais des podcasts. Maintenant, on fait des podcasts, c'est le nouveau format, c'est beaucoup mieux. Écoute, on arrive à la fin de cette interview. Merci beaucoup, Francis, c'était passionnant. Merci, et en plus, tu as vraiment une prise de recul qui est hyper intéressante. Écoute, je te remercie pour ton temps. Merci à tous qui nous ont écoutés. Est-ce que tu as un dernier mot pour la fin ? Je te remercie pour l'invitation. Et le mot de la fin, c'est désolé pour ma voix un peu cassée aujourd'hui, mais le message est passé, c'est le principal. Merci Francis, à la prochaine, à bientôt.